Face à la menace de destruction mondiale que représente l'invention explosive d'un savant français délirant, l'ingénieur Simon Hart, qui le surveille, parviendra-t-il à éviter le pire ? Le 15 juin de cette année-là, à New Bern, en Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis, le directeur d'une célèbre maison de santé reçoit une carte signée du comte d'Artigas, lui demandant la permission de visiter son établissement. Mais qui était ce comte d'Artigas ? De quelle source sortait sa fortune considérable ? Personne n'eût été capable de le dire. En quel endroit se trouvait sa résidence habituelle et quel était le port d'attache de sa goélette ? Nul ne le savait. D'un naturel peu communicatif, il n'en était pas moins fort connu dans les divers ports du littoral américain et le directeur de l'établissement de santé de New Bern se sentait très honoré par cette visite. Or, précisément, circonstance qui motivait peut-être la visite du comte d'Artigas, un personnage de grande notoriété s'y trouvait en convalescence depuis 18 mois. Il s'agit de Thomas Rock, un Français âgé de 45 ans atteint d'une profonde maladie mentale. Cependant, sa raison restait entière, puissante, inattaquable lorsque l'on faisait appel à son génie. Génie et folie qui confinent trop souvent l'un à l'autre, précise Jules Verne. Ce Thomas Rock n'était cependant plus qu'un être dépourvu de raison. Il fallait en prendre soin comme d'un enfant qu'on ne peut perdre de vue. Inventeur de génie, Thomas Rock occupe une des premières places du monde savant. Sa dernière invention concerne un engin de guerre portant le nom de fulgurateur Rock. Cet appareil possède, à l'en croire, une telle supériorité que l'État qui s'en rendrait acquéreur serait le maître absolu des continents et des mers. Le fulgurateur Rock serait en effet capable d'anéantir instantanément un fort ou un navire de guerre sur une zone de 10 000 m². Toutefois, Thomas Rock n'avait plus l'entière possession de sa cérébralité. On le sentait engagé sur une voie qui le conduirait graduellement à la folie définitive. Le fulgurateur, traité dans les conditions qu'il voulait imposer, nul gouvernement n'aurait pu y condescendre. C'est ainsi qu'après avoir tenté de vendre son invention à la France, puis à l'Angleterre, et enfin aux États-Unis, il avait fini par être enfermé dans la maison de santé de New Bern, où un gardien le surveillait jour et nuit. Ce gardien se nomme Gaydon, mais en réalité, ce prétendu Gaydon se nomme Simon Hart. C'est un ingénieur, français lui aussi, spécialiste des questions d'explosifs et du perfectionnement de l'armement moderne. S'il s'est engagé sous une fausse identité dans ce rôle de gardien, c'est par patriotisme et pour empêcher qu'une invention telle que celle du fulgurateur Rock ne tombe dans des mains autres que celles de la France. Vous devinez probablement que la visite du comte d'Artigas en compagnie du capitaine Spade, le commandant de sa goélette, n'a pour objectif que de préparer l'enlèvement de Thomas Rock, mais également de son gardien, afin de ne rien changer des habitudes de l'inventeur. Où le comte d'Artigas va-t-il entraîner ces deux prisonniers ? Pour quelle puissance travaille-t-il ? C'est à travers les observations et les notes du gardien de Thomas Rock, Simon Hart lui-même, alias Gaydon, que nous découvrons les étonnants moyens utilisés par ce mystérieux comte d'Artigas, tel un sous-marin muni d'un périscope. Quant au repère du comte d'Artigas, il se révélera être l'une des îles volcaniques de l'archipel des Bermudes.
Avec un groupe de compagnons de différentes origines, le comte d'Artigas vit donc ici, au sein même de cet îlot, dans une gigantesque crypte éclairée par des lampes électriques dont le seul accès est une entrée sous-marine. Pourquoi s'être séparé des habitants de la Terre ? Se demande Simon Hart. Que trouverait-on dans le passé de ce personnage ? Est-il un banni ? Un proscrit qui a préféré ce lieu d'exil à tout autre? Simon Hart apprend rapidement qu'il est entre les mains d'un pirate redoutable et que le comte d'Artigas se nomme en réalité Ker Karaj. Ce personnage a fait régner l'épouvante sur les mers durant des années, provoquant des pillages et des massacres en arraisonnant des navires de commerce. Et c'est en vain que les différentes puissances maritimes avaient jusqu'alors tenté de l'arrêter. Mais de quelle puissance terrible va être armé Ker Karaj, se dit Simon Hart, si jamais ce pirate arrive à offrir les conditions qui permettront à Thomas Rock de créer son arme de destruction. À en croire ce savant fou, son fulgurateur n'est-il pas capable d'anéantir d'un seul coup le sphéroïde terrestre? Et qui sait s'il ne le tentera pas un jour? Avec machiavélisme, Ker Karaj arrive à canaliser la folie de Thomas Rock. Un laboratoire lui est spécialement construit au sein de la crypte. Un jour, Simon Hart ne peut que constater que Thomas Rock est en proie à une extraordinaire animation. « Toi, Gaydon, ne m'approche pas! Ne m'approche pas !» hurle Thomas Rock. « Ici, j'ai des amis pour me défendre. Ils sont puissants, ils sont riches! Le comte d'Artigas est mon commanditaire. Nous allons exploiter mon invention. C'est ici que nous fabriquerons le fulgurateur Rock. Va-t'en, va-t'en !» Un premier test du nouvel explosif est réalisé dans la paroi même de la crypte dans le but de creuser une galerie de secours pour accéder au sommet de l'île. Simon Hart, épouvanté, constate qu'il ne suffit que de quelques grammes de cet explosif pour broyer la roche. Simon Hart, après avoir constaté que les mouvements de marée peuvent faire passer des objets par l'entrée sous-marine de la crypte, décide de tenter d'envoyer un message dans un tonnelet avec l'espoir de prévenir le monde de l'effroyable menace. Plus d'un mois plus tard, grâce aux indications de ce message, un sous-marin britannique pénètre de nuit dans la crypte. Mais après avoir réussi à embarquer Simon Hart ainsi que Thomas Rock, il se retrouve nez à nez avec le submersible de Ker Karaj. Une lutte terrible est engagée entre les deux appareils, évoluant comme deux monstres marins. Soudain, une collision avec une extrême violence est provoquée par l'éperon de l'appareil des pirates contre celui des Britanniques qui est soulevé, culbuté et rendu inopérant. La tentative d'enlèvement de Thomas Rock a échoué et c'est miracle que ce dernier et Simon Hart puissent en survivre. Poussé par Ker Karaj, désormais plus que jamais impatient de posséder l'arme absolue, Thomas Rock se remet à son travail. Lorsque, plusieurs semaines plus tard, un cri d'alarme résonne dans la crypte pour annoncer que plusieurs navires de guerre marchent en direction de l'île des pirates. Le fulgurateur Rock est alors tout juste opérationnel. Simon Hart tente sans succès, dans un dernier geste de désespoir, de convaincre Thomas Rock de ne pas mettre son arme au service de ces pirates. Mais rien n'y fait devant une telle dégénérescence morale. Et Simon Hart est obligé de renoncer, ne sachant plus à quel endroit toucher cette nature ulcérée, cette âme inconsciente de la responsabilité de ses actes. Thomas Rock interpelle Simon Hart. Peut-être que l'un de ces navires porte le pavillon de la France. Oserez-vous tirer sur le pavillon de votre pays? Le pavillon tricolore? Thomas Rock relève la tête, la secoue nerveusement. Il fait un geste de dédain. Quoi? Votre patrie?
Je n'ai plus de patrie, Simon Hart, s'écrie-t-il. L'inventeur rebuté n'a plus de patrie. Là où il a trouvé asile, là est son pays. Le lendemain matin, à l'aube, un premier navire de guerre se détache de la flotte et s'approche de l'île. Simon Hart ne pourra assister qu'impuissant à l'allumage du premier fulgurateur. Un effroyable sifflement déchira l'air et l'engin décrivit une courbe très allongée en direction du croiseur. Presque aussitôt, l'espace est secoué avec une violence inouïe. Les basses couches atmosphériques sont refoulées jusqu'à l'îlot qui tremble sur sa base. Le croiseur a disparu, démembré, éventré, coulé par le fond. Quelle vocifération pousse ces bandits en se précipitant vers l'extrémité de la pointe! Ker Karaj, le capitaine Spade, immobiles, peuvent à peine croire ce qu'ont vu leurs propres yeux. Quant à Thomas Rock, il est là, l'œil étincelant, la figure rayonnante avec ce triomphe de l'inventeur dont la haine est doublée d'une vengeance satisfaite. Comment se termine cette bataille? Le titre même de ce roman vous permettra probablement de deviner qu'un élément va émouvoir Thomas Rock. Je vous laisse naturellement découvrir par vous-même l'issue de ce combat à mort entre le pirate Ker Karaj et cette flotte de guerre internationale. Face au drapeau, écrit en 1894, exprime les inquiétudes de Jules Verne face à une mauvaise utilisation de la science et de la technique. Un thème déjà abordé dans les romans Robur le Conquérant ou encore Les 500 millions de la Bégomme. Et cette aventure est également le reflet du contexte de cette fin du 19e siècle et de la folle avancée technique des armes de destruction massive imaginées et conçues par les ingénieurs. D'ailleurs, en France, Eugène Turpin, le célèbre inventeur de la mélinite, un explosif ultra puissant, se sentant attaqué par ce roman, intenta un procès à Jules Verne et à son éditeur Hetzel pour diffamation.